Il s'appelle Lucas Marchand. À 27 ans, graphiste pour n'importe quelle agence, je fais partie de ceux qui travaillent à domicile, attachés à la chaise et surveillant pendant des heures. Mon appartement à Nice est petit, mais il n'est pas inconfortable. Le quartier est calme, la rue bordée d'arbres et les voisins sont le genre de personnes qui saluent, mais n'échangent jamais plus qu'une salutation polie. De l'autre côté de la rue, au bout du trottoir, habite Madame Renard. C'est une femme âgée et recluse qui apparaît rarement. Peut-être une fois par semaine, je la vois dans le jardin, toujours coiffée d'un chapeau et vêtue de fleurs fanées. On dit qu'elle y vit depuis des décennies, veuve depuis au moins 20 ans. Personne ne semble se soucier d'elle. C'est l'une de ces présences que l'on remarque, mais que l'on ne remet jamais en question, jusqu'à ce que je commence à m'en rendre compte. Tout a commencé par de petits détails. Le journal, qu'elle prenait religieusement tous les matins, était entassé à l'entrée. Les lumières, qui avaient auparavant suivi un schéma prévisible, clignotaient maintenant de manière erratique la nuit, comme si quelqu'un avait actionné l'interrupteur à plusieurs reprises. Et puis, il y a eu le son. Au milieu de la nuit, un bruit sourd, comme des meubles qu'on traîne, mais pas un bruit ordinaire, était retenu comme si quelqu'un voulait être discret, mais a échoué. J'ai ignoré les premiers signes. Je me suis convaincu que c'était juste ma tête qui créait des histoires. Mais au fil des jours, je ne pouvais plus l'ignorer. Ma fenêtre donnait sur la maison de Madame Renard, et les lumières continuaient à clignoter. Un mouvement étrange dans les rideaux. Non, plus que cela. Parfois, des ombres qui ne ressemblaient pas aux siennes. J'ai essayé de l'ignorer, mais cela n'a pas fonctionné. Lundi soir, les bruits sont revenus, plus intenses. Je suis allé à la fenêtre. C'était là, une grande ombre qui ne collait pas avec la petite silhouette voûtée de Madame Renard. J'ai regardé, figé. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée pour prendre le journal. 2 piles, maintenant. Mon anxiété augmentait d'heure en heure. Vendredi, je n'ai pas pu le supporter. J'ai appelé la police. J'ai parlé des bruits, des lumières étranges, des ombres. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose de concret. Non, ai-je dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le policier soupira, comme s'il était fatigué de ce genre d'appel. Monsieur, Madame Renard est une femme âgée qui aime l'intimité. S'il y a quelque chose de concret, faites-le nous savoir. J'ai raccroché avec un sentiment de frustration et d'impuissance, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Zut. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à minuit et j'ai quitté la maison. J'ai traversé la rue lentement, essayant d'avoir l'air décontracté. Je suis allé à la boîte aux lettres de Madame Renard. Il était rempli de correspondances. Mais au milieu des factures et des publicités, il y avait une enveloppe froissée, différente des autres. Je l'ai ouverte avec précaution. C'est une lettre manuscrite, d'une écriture tremblante mais indubitable. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas sortir. Ils ne me laisseront pas partir. Mon cœur s'est emballé. Il? Qui était-il? Madame Renard demandait de l'aide. C'était suffisant pour la police, non? Mais quelque chose en moi savait que cela n'aiderait pas. Ils y verraient le délire d'une vieille femme. J'avais besoin d'agir. Je suis retourné à mon appartement, mais je n'arrivais pas à dormir. La lettre pesait lourdement sur mes pensées comme une encre. J'avais besoin de savoir ce qui se passait à l'intérieur. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai décidé que le soir même, je m'introduirais dans la maison. J'ai attendu l'aube pour avancer. Quand tout fut calme, j'enfilai un manteau noir et me faufilai de l'autre côté de la rue. La porte derrière de la maison de Madame Renard était vieille et le loquet cédait avec un peu de force. Entrez. L'air à l'intérieur de la maison était lourd, sentait la moisissure et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique comme du sang ou de la rouille. La maison était sombre, mais pas complètement. Il y avait des lumières tamisées venant d'en haut. Je grimpais lentement, mon cœur battant si fort qu'il semblait résonner à travers les murs. Dans le couloir de l'étage, les portes des chambres étaient entr'ouvertes. J'ai jeté un coup d'œil à la première, vide. Le second aussi, mais il semblait avoir été occupé récemment. Le lit était défait et il y avait des vêtements sur le sol. Au troisième carton, j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Non, Madame Renard, mais les murs étaient couverts de coupures de journaux, de photos anciennes.
tous de Madame Renard elle-même, à différents moments de sa vie. Certains étaient très âgés depuis qu'elle était jeune, d'autres plus récents, mais tous apportaient une étrange obsession. Au centre de la pièce, une chaise en bois, avec des cordes coupées sur le sol. Mon estomac s'est retourné. Quelque chose d'horrible s'était passé là-bas. Madame Renard avait été arrêtée. Mais par qui? J'ai entendu un bruit derrière moi. Un clic doux, comme une porte qui se verrouille. Mon sang s'est glacé. Je me retournai lentement et vis l'ombre se déplacer dans le couloir. Qui que ce soit, il était là avec moi. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché de la fenêtre, envisageant de sauter. Mais alors j'ai entendu des voix, des chuchotements, comme s'ils se disputaient. Sans hésiter, j'ai quitté la pièce et je suis descendu le plus silencieusement possible. Quelque chose avait changé depuis mon arrivée. Le silence était devenu lourd, accablant. Dès que je suis arrivé à la porte, j'ai réalisé que j'avais été enfermé de l'intérieur. J'étais en prison. Mes mains ont commencé à transpirer, mon cœur battant. J'ai essayé la fenêtre de la cuisine, verrouillée avec un verrou de sécurité. J'ai couru dans le salon, cherchant une autre issue, mais je me suis arrêté. Il y avait quelque chose sur le mur. Une photo de moi, prise de mon propre appartement, à travers la fenêtre. Une vague d'effroi m'a parcouru, et à ce moment-là, j'ai compris que je ne regardais pas Madame Renard. Ils m'ont regardé tout le temps. Avec une force désespérée, j'ai brisé la fenêtre et j'ai couru dehors. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entré dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé la police à nouveau. Mais maintenant, je savais. Ce n'était pas seulement des ombres que je voyais. Ils me connaissaient. Ils savaient où j'habitais et ce que j'avais fait. Le lendemain, la maison de Madame Renard était complètement vide. Pas de meubles, pas de signe de vie, comme s'il n'avait jamais été habité. La police s'est présentée, a posé des questions, mais sans preuve concrète, elle n'a rien pu faire. Maintenant, chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression qu'ils me regardent toujours, attendant la prochaine étape. Et je me demande si un jour je disparaîtrai aussi, tout comme elle. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Le déménagement dans le condominium de luxe à São Paulo a été un nouveau départ. À l'âge de 35 ans, récemment séparé, j'avais besoin d'un environnement calme pour me concentrer sur mon travail et reconstruire ma vie. L'appartement était parfait, spacieux, bien situé et entouré de gens qui semblaient, à première vue, aussi occupés par leur propre vie que je l'étais par la mienne. Cependant, cette illusion de paix ne durera pas longtemps. Les premiers jours, j'ai remarqué mon voisin. Carolina, une femme d'une quarantaine d'années, vivait seule. Il n'avait pas d'enfant, ne semblait pas recevoir beaucoup de visiteurs, et la plupart du temps, il n'était qu'une autre figure discrète passant dans les couloirs. Mais il y avait quelque chose dans sa manière qui me dérangeait. Les regards rapides, les changements soudains d'expression. Au début, je l'ai ignoré. J'étais plus préoccupé par l'adaptation à la nouvelle routine, au rythme effréné du travail et aux nuits solitaires. Quelques semaines plus tard, les premières interactions ont commencé. Carolina s'est approchée de moi dans l'ascenseur, brusquement. Il a dit qu'il regardait, qu'il savait ce que j'avais fait. J'étais confus, mais je n'y accordais pas beaucoup d'importance. C'était une personne étrange, c'est sûr, mais j'avais déjà rencontré beaucoup de types comme ça. Cependant, elle ne semblait pas disposée à laisser passer la situation. Cette même nuit, j'ai entendu frapper fort à la porte. Quand je l'ai ouvert, Carolina se tenait dans le couloir, visiblement altérée. Elle m'a accusé d'être entré par effraction dans son appartement, de salir avec ses affaires. « Vous y êtes allé pendant mon absence, ça ne sert à rien de le nier », a-t-elle crié. J'ai été ferme en disant que je ne savais pas de quoi elle parlait, et je lui ai demandé d'arrêter de me déranger. Je pensais que l'incident s'arrêterait là, mais j'avais vraiment tort. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que Carolina me regardait. Elle était toujours là, comme une ombre inconfortable. Quand je suis parti au travail, elle est apparue dans le couloir. Quand je suis revenu, elle était là, jetant un coup d'œil par la fenêtre de son appartement. L'inconfort s'est transformé en quelque chose de plus palpable lorsque des objets ont commencé à disparaître de la copropriété.
colis, courriers, même des articles provenant d'autres résidents. Carolina, bien sûr, m'a blâmé. Il m'a dit qu'il m'avait vu jouer avec les caméras de sécurité, trafiquer le système pour que personne ne sache ce que je faisais. J'ai commencé à me demander si elle souffrait d'une sorte de trouble mental. Peut-être de la paranoïa. Cela expliquerait les comportements erratiques. Mais ce qui a commencé à me ronger lentement, c'est le doute. Et si en fait, il se passait quelque chose d'autre? Je n'étais pas le seul à le remarquer. D'autres voisins ont mentionné le comportement étrange de Carolina. Il se présentait toujours aux réunions de copropriété pour se plaindre d'effraction ou pour accuser quelqu'un de vol, mais il n'avait jamais de preuves concrètes. Juste son regard accusateur et sa voix tremblante de colère. Et quand nous essayions de lui demander des explications ou des preuves, elle reculait, comme si elle savait quelque chose que nous ne savions pas. Un jour, j'ai reçu une affiche sur la porte de mon appartement. C'était celle de Carolina, manuscrite, d'une écriture chaotique. Je vais prouver ce que vous avez fait. Cette nuit-là a été la première où j'ai ressenti une véritable peur. Quelque chose était hors de contrôle. J'ai décidé d'installer des caméras discrètes à l'intérieur de l'appartement, notamment sur la porte et les fenêtres. Si elle essayait quelque chose, j'aurais des preuves. Cette semaine-là, les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante. Lors d'une réunion de copropriété, un voisin a dit qu'il déménageait. La raison, Caroline. Il a déclaré qu'elle l'avait accusé d'espionnage et que la situation était devenue intenable. Elle se cache, elle fouille dans mes affaires quand je suis absent. Je ne compte plus le nombre de fois où des objets disparaissent et réapparaissent sans explication, a-t-il dit, les yeux plongés par la fatigue et la peur. Ça m'a frappé durement. Je n'avais pas affaire à un simple voisin désemparé. Elle a fait ça à tout le monde. Ma paranoïa augmentait chaque jour. J'ai commencé à éviter de quitter la maison sans avoir d'abord vérifié les caméras. J'étais attentif au bruit de pas dans le couloir, au bruit dans l'appartement d'à côté. Et puis, le pire est arrivé. Un soir, Carolina s'est présentée à ma porte, comme auparavant. Mais cette fois, elle était différente. Plus calme, presque sereine, comme si elle avait découvert quelque chose d'important. Elle dit, d'une voix basse mais ferme, qu'elle avait la preuve de tout, et que bientôt tout le monde le saurait. Quand j'ai essayé de répondre, elle a souri étrangement, s'est retournée et est retournée à l'appartement. Je savais que je devais la confronter. J'avais besoin de mettre fin à cette folie. J'attendis l'aube, quand le silence tomba sur le bâtiment. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai insisté pendant quelques minutes, mais rien. J'ai décidé de rentrer chez moi, frustré. Le lendemain matin, Carolina était partie. Personne d'autre ne l'a vue. L'appartement était vide, les rideaux fermés et toutes ses affaires avaient disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle nulle part. J'ai demandé au gérant et à d'autres voisins, mais ils étaient tous aussi surpris que moi. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais je savais que ce n'était pas de l'imagination. Je lui avais parlé, j'avais fait face à ses accusations, j'avais senti sa présence constante. Tout cela était réel. C'est alors qu'en cherchant des réponses dans l'appartement, j'ai trouvé quelque chose. À l'intérieur d'une petite boîte, cachée dans le placard à linge, se trouvaient plusieurs clés USB. Tous étiquetés avec des dates et des noms de voisins, y compris le mien. Tremblant, j'ai connecté l'un d'eux à l'ordinateur. C'étaient des enregistrements. Des vidéos et des audios capturés secrètement, documentant les mouvements de chacun dans la copropriété. Carolina a tout raconté avec une précision obsessionnelle. Mais la chose la plus choquante n'était pas les enregistrements eux-mêmes. Elle a parlé d'une présence, quelque chose qui envahissait les appartements, déplaçait les objets, puis disparaissait sans laisser de traces. Elle a affirmé que ce n'était pas de la paranoïa, mais une force invisible qui manipulait tout le monde. Ces derniers mots, dans la vidéo la plus récente, ont été troublants. Il contrôle, il est le prochain. Quand j'ai éteint l'ordinateur, j'ai ressenti une présence inconfortable, comme si quelqu'un me regardait. Mais l'appartement était vide. Et au fond de moi, je savais que, d'une certaine manière, Carolina avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas folle. Peut-être que ce qui consumait notre santé mentale était quelque chose de plus grand, de plus profond,
quelque chose qui m'entourait maintenant. Je n'ai jamais été du genre à avoir facilement peur. J'ai grandi en Californie, dans une famille qui m'a toujours encouragé à être indépendante. À 32 ans, j'étais fier de la vie tranquille que je m'étais construite. Enseignante à l'école primaire, elle vivait seule dans une maison de la banlieue de Los Angeles. C'était une zone suburbaine, calme et sûre. Parfait pour ceux qui veulent la paix et la tranquillité après une longue journée d'enseignement aux enfants. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fois que j'ai entendu les bruits, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais allongé dans mon lit tard dans la nuit, en train de passer en revue mentalement la journée de travail, quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un bruissement dans la cour. J'ai pensé que c'était peut-être le vent qui balançait les branches des arbres ou un animal qui se promenait dans la cour. Ce soir-là, je n'y ai pas accordé d'importance. Je me suis rendormi paisiblement. La nuit suivante, cependant, le son revint, plus fort. Ce n'était pas n'importe quel bruit. On aurait dit que quelque chose traînait sur le sol, un bruit de pas léger. Pourtant, j'ai essayé de l'ignorer, me convainquant qu'il n'y avait rien de mal. Peut-être était-ce un raton laveur ou un chat errant. Mais au fond de lui, l'agitation a commencé à s'installer. Les semaines ont passé et les bruits sont devenus une partie de ma routine nocturne. Chaque fois que je m'allongeais, je m'attendais à entendre ce bruit familier, comme si quelque chose traînait autour de ma maison. J'ai commencé à me réveiller pendant la nuit, le cœur battant, entendant le bruit de pas doux dans la cour. Il venait d'une direction précise, du fond de la cour où il y avait une haute clôture qui séparait ma maison du terrain voisin, vide et abandonné depuis des années. J'ai commencé à vérifier les portes et les fenêtres plus souvent, toujours avec le sentiment que quelqu'un me regardait. Mais chaque fois que je regardais, rien n'était déplacé. C'était un cycle sans fin. J'ai entendu les bruits de pas, je suis resté alerte, j'ai vérifié la cour et je n'ai rien trouvé. Un matin, j'ai décidé qu'il était temps de faire autre chose. Je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté des caméras de sécurité. J'en ai installé un à l'arrière du patio, un autre sur le côté de la maison et un dernier face à l'entrée. S'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui traînait autour de ma propriété, je le découvrirais. Les premières nuits après l'installation des caméras ont été frustrantes. Les bruits ont continué, mais lorsque j'ai examiné les enregistrements le lendemain, les images n'ont rien montré d'inhabituel. La cour était vide, la clôture intacte, les arbres se mouvant doucement au gré du vent. Malgré cela, j'entendais sans cesse les bruits de pas. J'ai commencé à douter de moi. Denaissait-il paranoïaque? Tout a changé une nuit, quand je me suis réveillé le cœur dans la bouche. Les bruits étaient plus forts, plus proches. Je pouvais presque sentir la présence de quelqu'un à l'extérieur. Je me suis assis sur le lit, tenant le téléphone avec des mains tremblantes, et j'ai ouvert l'application appareil photo. L'image de la caméra de la cour est apparue à l'écran. Il était là, une ombre. Je ne pouvais pas distinguer un visage, mais c'était la silhouette d'une personne de grande taille, debout dans un coin de la cour à côté de la clôture. J'ai dégluti difficilement. Mon corps s'est figé de peur. Je fixais l'écran, incapable de bouger. L'ombre ne bougeait pas, elle restait là, immobile, comme si elle me regardait. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai essayé d'enregistrer, mais au moment exact où j'ai commencé à filmer, la silhouette a disparu. Une seconde était là, la suivante, il n'y avait plus rien. Le sentiment d'effroi qui m'envahit était insupportable. Je savais que je n'imaginais pas les choses. Il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un qui me regardait. Elle ne pouvait plus être seule à la maison. J'ai appelé Daniel, mon meilleur ami, et je lui ai demandé de venir passer la nuit avec moi. Il est arrivé rapidement, et quand il a vu mon état, il ne m'a pas posé beaucoup de questions. C'est resté avec moi. Cette nuit-là, les bruits ne sont pas revenus. J'ai dormi paisiblement en compagnie de Daniel, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Qui était cette personne? Pourquoi me regardait-il? Et pourquoi semblait-il disparaître dans les airs? Le lendemain, en examinant les enregistrements, une fois de plus, il n'y avait rien. Aucun signe de l'ombre que j'avais vue.
juste la cour vide, comme si de rien n'était. Mais quelque chose de nouveau est apparu ce matin-là. Des empreintes de pas. De petites empreintes de pas humides éparpillées sur le sol en béton de la cour arrière. Ils ont commencé à la clôture et se sont terminés à la porte arrière, mais il n'y avait pas de marque de tour. C'était comme si quelqu'un était allé chez moi et avait disparu. Mon esprit a commencé à beaucoup travailler. Qui pourrait-il être? Un voisin? Quelqu'un du quartier? J'ai essayé de rationaliser la situation, mais je suis devenu de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas. Quelque chose me poursuivait. Je ne pouvais plus y rester. J'ai fait mes valises et j'ai décidé de passer du temps chez mes parents, à quelques heures de route. J'avais besoin de sortir de cet endroit, de respirer de l'air frais, de m'éloigner de tout ça. Mes parents vivaient dans une zone rurale, au calme, à l'abri de tout mouvement. Je me suis dit que là, enfin, je pourrais me reposer. Mais j'avais tort. La première nuit chez mes parents, la tranquillité que je cherchais a été interrompue. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé soudainement, avec le même bruit de pas dans la cour. Pendant un moment, j'ai cru rêver, mais le bruit a continué. Le même grattage doux, comme si quelque chose rôdait dans la maison. Tout mon corps frissonnait. Je restais immobile à écouter. C'était encore là. Le même bruit que j'avais entendu dans ma maison. Je me suis levé lentement, le cœur battant, et je suis allé à la fenêtre de la chambre. Quand j'ai ouvert le rideau, je n'ai rien vu. La cour arrière était déserte, éclairée seulement par le clair de lune. Mais les pas ont continué, se rapprochant de plus en plus. Ils semblaient venir de tous les côtés. Je suis retourné me coucher, essayant de contrôler ma respiration, me disant que c'était impossible. C'était à des kilomètres de chez moi. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas pu me suivre là-bas. Où le pourrait-il? Les nuits suivantes, les bruits n'ont pas cessé. C'était comme si, où que j'aille, quelque chose me suivait. Une présence constante, invisible mais indéniablement réelle. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils l'ont rejeté comme du stress. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que je devenais paranoïaque, mais je ne pouvais pas ignorer le sentiment d'être observé. J'ai décidé de rentrer chez moi, même si la peur me consumait toujours. Je devais y faire face tout de suite. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, que cela s'est produit uniquement parce que je m'enfuyais. J'avais besoin de faire face à ce qui se passait, d'essayer de trouver une explication rationnelle, peu importe à quel point la situation semblait absurde. Quand je suis rentré chez moi, les choses ont empiré. Les bruits n'étaient plus doux. J'ai commencé à entendre de fortes égratignures sur les murs, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Le sentiment d'être observé grandissait chaque nuit. Je ne pouvais plus dormir. Mes journées sont devenues un brouillard de fatigue, de peur et de désespoir. C'est à une aube particulière que tout a culminé. Je me suis réveillé au son de pas à l'intérieur de la maison. Cette fois, ce n'était pas dans la cour. Ce n'était pas dehors, c'était à l'intérieur. Je me suis levé lentement, mon cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Daniel, en essayant de ne pas faire de bruit. Alors que le téléphone sonnait, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui traînait dans le couloir. Je me suis enfermé dans la pièce, les mains tremblantes tenant le téléphone. Quand Daniel a répondu, je pouvais à peine parler. Il a promis qu'il viendrait le plus tôt possible. Pendant que j'attendais, j'ai entendu des pas lourds s'approcher de la porte de ma chambre. Et puis le silence. Quand Daniel est arrivé, il a trouvé la maison en parfait état. Les fenêtres étaient verrouillées, la porte d'entrée intacte et il n'y avait aucun signe d'intrusion. Mais je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce que j'avais ressenti. Il est resté avec moi cette nuit-là, mais aucune réponse n'est venue. Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, le sentiment d'être observé continue. Peu importe où je vais, peu importe qui est avec moi, les bruits ne s'arrêtent jamais. Je ne sais plus si c'est une personne, je ne sais pas si c'est un animal. Peut-être que je deviens fou, mais une chose que je sais, quelque chose ou quelqu'un me suit. Et peu importe à quel point j'essaie de m'enfuir, il semble que tu ne me laisseras jamais seul. Je m'appelle Ryan Griffiths, j'ai 28 ans et je suis un développeur de logiciels
vivant dans une banlieue tranquille de Sydney. J'ai toujours aimé la simplicité de ma routine. Je me lève tôt, je vais travailler, je rentre à la maison, je prépare mon dîner et je regarde un film ou une série jusqu'à l'heure du coucher. Mes voisins sont comme une extension de ma vie tranquille. Nous savons tous qui est qui, mais nous ne nous immisçons jamais trop dans la vie de l'autre. Tout a changé lorsqu'un nouveau voisin a emménagé à côté. Le premier matin où j'ai vu le changement se produire, un frisson étrange m'a parcouru le dos. C'était un mardi ensoleillé, et j'étais sur le porche en train de siroter mon café, profitant de la brise légère. L'homme qui déchargeait les boîtes était mince et avait une apparence qui traduisait une profonde fatigue. Il semblait avoir été mis de côté par le temps. Contrairement à nous, qui discussions de la journée avec désinvolture, il se déplaçait dans un silence absolu, ignorant les efforts des responsables du déménagement pour l'aider. Un sentiment inconfortable a commencé à s'installer en moi, mais je me suis souvenu que tout le monde a ses raisons d'être réservé. Au cours des jours suivants, ma curiosité m'a amené à essayer d'interagir avec lui. Juste une salutation cordiale, un geste amical. Cependant, chaque fois qu'il passait devant sa maison, l'homme détournait le regard et semblait s'efforcer de ne pas croiser notre chemin. Cela m'a mis mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas a commencé à me consumer. L'homme n'était pas seulement étrange, il était presque sombre. Un soir, après une journée de travail fatigante, j'ai décidé qu'il était temps de faire un pas en avant. Je suis allé à sa porte et j'ai sonné, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. J'ai attendu, mais rien ne s'est passé. J'ai attendu quelques minutes de plus et je suis finalement rentré chez moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu le rideau de son salon bouger lentement, comme s'il me regardait. Un frisson m'a parcouru le corps, mais je me suis assuré de ne pas le laisser m'affecter. Dans les jours qui ont suivi, la tranquillité du quartier a commencé à être interrompue. Tout d'abord, Ben, l'un des plus anciens voisins, a disparu. C'était un père de famille, toujours souriant, courant tous les matins. Sa femme, Hélène, a déclaré qu'il n'était pas revenu de sa course un matin. Le désespoir dans sa voix résonnait en moi. La police a été appelée, mais il n'y avait aucun indice, aucune trace de ce qui aurait pu se passer. Ben s'est tout simplement évaporé. La tension dans le quartier s'est accrue. Une nuit, alors que je regardais la lumière de mon ordinateur vaciller dans l'obscurité de la pièce, une pensée troublante m'est venue. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué que la maison de mon voisin était éclairée. Une faible lumière verdâtre émanait du sous-sol, une lueur qui semblait pulser hypnotiquement. Que faisait-il là? Qu'est-ce qu'un tel éclairage pourrait exiger? Je suis descendu, la curiosité me poussant à une impulsion irrationnelle. J'ai pris une lampe de poche et je suis allé chez lui. La peur s'est mêlée à l'adrénaline alors que je m'approchais de la porte, essayant d'ignorer la voix dans ma tête qui me disait de rentrer. J'ai frappé à la porte, mais je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le même schéma. Il était là, assis à une table, avec la lumière verte qui se reflétait sur son visage, mais il ne semblait rien faire. C'était comme si j'étais en transe. Je suis rentré chez moi, incapable de sortir cet homme de mon esprit. Le lendemain, un autre voisin a disparu. Cette fois, c'était Madame Anderson, une femme âgée qui s'occupait d'un petit jardin de fleurs. Je me souviens de l'avoir vue tailler les plantes par une journée ensoleillée et d'écouter ses histoires sur le passé. Quand je ne l'ai plus vue, une vague de désespoir a traversé le quartier. L'atmosphère d'étrangeté s'est intensifiée, et je ne savais pas si c'était juste mon esprit qui jouait des tours ou si quelque chose de vraiment sinistre se passait. J'ai décidé que j'avais besoin de connaître la vérité. J'ai attendu que la nuit tombe à nouveau, et j'ai pris mon courage à deux mains pour aller chez mon voisin. Le ciel était nuageux, et une brise légère soufflait, presque comme un présage. Quand je suis arrivé à la porte, l'adrénaline pulsait dans mes veines. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu. Cette fois, il a répondu. « Ryan, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose d'étrangement vide en elle. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il évaluait si je n'étais pas une menace. « Oui, je suis votre voisin. Je voulais voir comment tu allais. » Eh bien, vous savez,
puisque les choses ont changé ici. Il est resté silencieux pendant un moment, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait s'ouvrir. Mais non. Au lieu de cela, il s'est simplement éloigné, me permettant d'entrer. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était lourde, chargée d'une odeur de moisi et de quelque chose de plus insidieux. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué que les murs étaient couverts de notes, de dessins et de symboles que je ne pouvais pas comprendre. « As-tu quelque chose que tu veux me montrer ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air plus confiant que je ne l'étais réellement. Il n'a pas répondu. Il a juste montré une porte qui menait au sous-sol. C'est de là que vient le feu vert. Une profonde impulsion de peur m'a frappé, mais j'avais besoin de savoir. Que se passait-il? Je suis descendu et le spectacle que j'ai trouvé m'a fait m'arrêter. Ce qui semblait être un cercle formé de petits et de gros os était centré dans le sous-sol. C'étaient des os humains, Ryan. La panique a commencé à s'emparer de moi. Au centre du cercle, il y avait une silhouette cachée. Je ne savais pas si c'était un corps, mais il était immobile. La peau avait un aspect étrange, presque comme si elle était consumée par l'obscurité qui l'entourait. « Pourquoi faites-vous cela ?» La question sortit presque comme un cri, mais il semblait indifférent. « Ils n'ont plus leur place dans ce monde », a-t-il dit, comme si c'était une explication suffisante. « Tu ne devrais pas être ici non plus, Ryan. » La panique m'a donné envie de courir, mais quand je me suis retourné, il était derrière moi. Les ombres semblaient se courber autour de lui, et quelque chose dans l'air changea. Une énergie dense et oppressante faisait battre mon cœur. La lueur verte pulsait avec force, et la silhouette au centre du cercle commença à s'agiter. « Tu ne peux pas t'échapper, » a-t-il dit, et l'expression de son visage s'est transformée en quelque chose de monstrueux, presque comme si sa vraie forme émergeait. D'un coup d'élan, j'ai réussi à me libérer et je l'ai poussé dans le cercle. Au moment où il a franchi la ligne, la lueur s'est intensifiée et il a commencé à se tortiller. Ce qui a suivi a été une horreur indescriptible. Il a crié, mais ce n'était pas un cri humain. C'était comme s'il était consumé par des forces que nous ne pouvions pas voir. Il disparut et le sous-sol devint sombre, à l'exception de la lumière qui s'estompait lentement. Je suis sorti de la maison en courant, mon esprit essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La peur et l'adrénaline m'ont poussé de l'autre côté de la rue jusqu'à ma maison, mais je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas appeler la police. Qu'est-ce que je dirais? Personne ne voulait me croire. L'horreur de la nuit me suivait, une ombre sombre dont je ne pouvais me débarrasser. Chaque bruit, chaque mouvement dans la maison d'à côté devenait un avertissement. Les lumières du quartier semblaient plus sombres, comme s'ils savaient ce dont j'avais été témoin. Après cette nuit, j'ai su que je ne pouvais pas rester là. Une semaine plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans un autre quartier de la ville. La nouvelle maison était confortable, mais le sentiment d'être surveillé ne m'a jamais quitté. Parfois, en essayant de m'endormir, je sentais un poids dans l'atmosphère, comme si quelque chose m'attendait dans l'obscurité. Des ombres dansaient sur les murs, et je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les vies qui étaient perdues autour de moi. L'idée que le nouveau voisin aurait pu disparaître aussi facilement que les autres résidents me consumait. À chaque coin de rue, sur chaque visage, je cherchais quelque chose dont je ne savais pas exactement ce que c'était. Et même maintenant, au moment où j'écris ceci, le sentiment que quelque chose me hante encore est palpable. J'ai déménagé, mais ce que j'ai vécu dans ce quartier m'a marqué à jamais. La solitude s'est transformée en paranoïa, et les nuits, une lutte constante entre le souvenir de ce que j'ai vu et le désir d'oublier. Une partie de moi espère toujours que la police a trouvé les réponses que je n'arrivais pas à trouver. Mais une autre partie sait que certaines vérités sont plus sombres qu'on ne peut le supporter. Et moi, Ryan Griffiths, je ne suis qu'un homme qui se tenait au bord d'un abîme dont beaucoup ignoraient même l'existence. Je m'appelle Lena Schumann, et ce que je vais vous dire semble tout droit sorti d'un livre d'horreur bon marché, mais pour moi, c'est une réalité qui me tourmente encore aujourd'hui.
J'ai travaillé comme médecin résident dans l'un des plus grands hôpitaux de Berlin, une vie fatigante et épuisante, mais que j'ai choisie. Mes journées étaient longues, remplies de diagnostics, de procédures et de quarts de travail interminables. Ma maison était le seul refuge. En fin de compte, je voulais juste le silence. Rien de plus. C'était une petite maison en rangée dans un quartier calme, près de l'endroit où j'ai grandi, avec des rues bordées d'arbres et des voisins discrets. Le silence des nuits était ma seule paix, jusqu'à ce que la famille d'à côté déménage. Il n'était pas bruyant, du moins pas au début. Le couple Daniel et Annika semblait amical et ils avaient une petite fille, Clara, d'environ 6 ans, qui courait dans la cour avec l'énergie de quelqu'un qui ne connaît pas le poids du monde. Je pensais que ce ne serait qu'un autre changement de routine dans le quartier, mais j'avais tort. Tout a commencé par des petits bruits qui m'ont perturbé. Au début, c'était des bruits bas, du genre que vous rationalisez, du bois qui craque, peut-être une vieille plomberie. Parfois, j'entendais même quelque chose qui ressemblait à un rire étouffé, comme si quelqu'un se tenait près de ma fenêtre. Mais, bien sûr, c'était la fatigue qui me jouait des tours, ou du moins, c'est ce que j'essayais de croire. Au cours de la 3e semaine qui s'est écoulée depuis leur arrivée, les choses ont empiré. Un jour, en revenant d'un service de nuit, je suis passé devant la maison d'à côté et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu une silhouette debout à la fenêtre de leur maison. Ce n'était personne que je reconnaissais. Il avait l'air d'une femme, le visage pâle, une robe sombre et un vide dans les yeux qui me glaçait le sang. La faible lumière à l'intérieur de la maison semblait vaciller autour d'elle, et quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Je n'ai rien mentionné. L'épuisement pourrait me faire voir des choses, n'est-ce pas? Mais les bruits ont continué. Ils sont devenus plus intenses. Une nuit, je me suis réveillé avec un bruit de pas à l'étage. J'ai descendu les escaliers, prudemment, mais quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, tout était calme. Le silence qui a suivi était si profond qu'il semblait vivant, se pressant contre mes oreilles. Je restais là dans l'obscurité, me demandant si j'avais vraiment entendu quelque chose ou si mon esprit commençait à céder à la fatigue. C'est alors que le premier cri retentit. Il venait de la maison d'à côté. À l'hôpital, entre 2 quarts de travail, j'essayais de faire semblant que tout allait bien. Mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, l'inconfort augmentait. La semaine suivante, j'ai décidé que je devais leur parler. Je me suis demandé si mes nouveaux voisins traversaient aussi quelque chose d'étrange. J'ai frappé à la porte un après-midi et j'ai été accueilli par Daniel. Il avait l'air pâle, épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nous avons parlé brièvement, et c'est alors que j'ai réalisé à quel point il avait peur. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a laissé entendre que des choses étranges se passaient. Clara fait des cauchemars toutes les nuits, avoua-t-il à voix basse, jetant des regards nerveux dans la maison. Et Annika, elle, ce n'est pas bien. J'ai essayé de lui proposer de l'aide, j'ai suggéré qu'il devrait peut-être voir un psychologue, mais il a juste secoué la tête. Ce n'était pas ça. Il y a quelque chose dans cette maison, marmonna-t-il avant de fermer la porte. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ai commencé à faire des recherches sur la maison d'à côté. J'ai découvert qu'il était beaucoup plus vieux qu'il n'y paraissait. Construit à la fin du 19e siècle, il avait passé par plusieurs propriétaires. Cependant, ce qui a attiré mon attention, c'est une série de décès inexpliqués associés à la maison. En 1912, une femme est retrouvée morte dans le grenier, le corps défiguré. Dans les années 1970, une famille entière a mystérieusement disparu. Il n'y avait aucune explication sur ce qui leur était arrivé. La maison était restée vide pendant des années jusqu'à ce que Daniel et Annika l'achètent. Plus j'enquêtais, plus l'inconfort augmentait. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer des silhouettes dans mes propres rêves maintenant. Des ombres au coin de mes yeux, des silhouettes qui se déplaçaient trop vite pour que je puisse vraiment comprendre ce qu'elles étaient. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale, jusqu'au moment où je me suis réveillé une nuit et que j'ai trouvé Clara dans mon salon. Elle était debout, me regardant droit dans les yeux écarquillés. « Elle est là », a dit Clara d'une voix si calme qu'elle m'a fait trembler. « Elle est toujours là. »
Avant que je puisse réagir, Annika est apparue sur le pas de ma porte, les yeux écarquillés, pâle comme une feuille de papier. Il ramena Clara à la maison sans dire un mot. Cette nuit-là, j'ai revu la femme, la même depuis la fenêtre, mais cette fois, elle était à l'intérieur de ma maison. Sa présence était si écrasante que je pouvais à peine respirer. Elle ne bougeait pas, mais quelque chose en elle semblait profondément faux, comme si elle était déconnectée de la réalité. Quand j'ai essayé de courir, les lumières de ma maison ont clignoté et je me suis retrouvé dans ma chambre, comme si de rien n'était. Mais je savais que ce n'était pas de l'imagination. Quelque chose essayait de m'écraser de l'intérieur. Désespéré, j'ai de nouveau frappé à la porte de Daniel le lendemain. Lui et Annika m'ont laissé entrer, et à l'intérieur, l'air semblait plus lourd, plus dense. Ils n'ont rien eu à me dire. Il était clair qu'ils n'étaient pas seulement des victimes, ils vivaient avec cette présence depuis des semaines. Nous avons décidé, ensemble, que nous ferions quelque chose. J'avais lu sur d'anciens rituels des moyens d'expulser les esprits. Je n'y croyais pas beaucoup, mais à ce moment-là, il n'y avait rien à perdre. Nous avons préparé ce que nous pouvions, des symboles, des bougies, des mots déconnectés d'un texte ancien que j'ai trouvé dans un forum obscur. Nous avons commencé le rituel, mais dès que nous avons terminé, tout a empiré. Les lumières ont explosé et la maison a tremblé. Quelque chose d'indescriptible commença à se former au centre de la pièce. Une ombre, pas comme les autres, beaucoup plus dense, palpitante, presque vivante. Je ne pouvais pas bouger, mais j'avais l'impression que cela nous consumait. Un cri a résonné dans la pièce. Je ne sais pas qui, peut-être Annika, peut-être Clara. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait une erreur. Courir. Il n'y avait pas le choix. J'ai laissé Daniel et Annika derrière moi. J'ai quitté la maison en tant que fugitif. À partir de cette nuit-là, je ne suis jamais revenu. J'ai passé les jours suivants dans des hôtels bon marché, essayant de garder ma santé mentale. Mais les ombres me suivaient. Ils me suivent toujours. J'ai déménagé, j'ai changé de ville, de pays, mais d'une manière ou d'une autre, la présence que j'essayais de repousser n'a jamais disparu. Aujourd'hui, les sons me hantent encore. Le poids de ce que j'ai laissé derrière moi est ancré en moi, et je sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. La paix que je cherchais, maintenant, c'est impossible. Et tous les soirs, quand je ferme les yeux, je vois la femme à la fenêtre qui attend. Il s'appelle Lucas Marchand. À 27 ans, graphiste pour n'importe quelle agence, je fais partie de ceux qui travaillent à domicile, attachés à la chaise et surveillant pendant des heures. Mon appartement à Nice est petit, mais il n'est pas inconfortable. Le quartier est calme, la rue bordée d'arbres et les voisins sont le genre de personnes qui saluent, mais n'échangent jamais plus qu'une salutation polie. De l'autre côté de la rue, au bout du trottoir, habite Madame Renard. C'est une femme âgée et recluse qui apparaît rarement. Peut-être une fois par semaine, je la vois dans le jardin, toujours coiffée d'un chapeau et vêtue de fleurs fanées. On dit qu'elle y vit depuis des décennies, veuve depuis au moins 20 ans. Personne ne semble se soucier d'elle. C'est l'une de ces présences que l'on remarque, mais que l'on ne remet jamais en question. Jusqu'à ce que je commence à m'en rendre compte. Tout a commencé par de petits détails. Le journal, qu'elle prenait religieusement tous les matins, était entassé à l'entrée. Les lumières, qui avaient auparavant suivi un schéma prévisible, clignotaient maintenant de manière erratique la nuit, comme si quelqu'un avait actionné l'interrupteur à plusieurs reprises. Et puis, il y a eu le son. Au milieu de la nuit, un bruit sourd, comme des meubles qu'on traîne, mais pas un bruit ordinaire, était retenu comme si quelqu'un voulait être discret, mais a échoué. J'ai ignoré les premiers signes. Je me suis convaincu que c'était juste ma tête qui créait des histoires. Mais au fil des jours, je ne pouvais plus l'ignorer. Ma fenêtre donnait sur la maison de Madame Renard, et les lumières continuaient à clignoter. Un mouvement étrange dans les rideaux. Non, plus que cela. Parfois, des ombres qui ne ressemblaient pas aux siennes. J'ai essayé de l'ignorer, mais cela n'a pas fonctionné. Lundi soir, les bruits sont revenus, plus intenses. Je suis allé à la fenêtre. C'était là, une grande ombre qui ne collait pas avec la petite silhouette voûtée de Madame Renard. J'ai regardé, figé. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée pour prendre le journal.
2 piles, maintenant. Mon anxiété augmentait d'heure en heure. Vendredi, je n'ai pas pu le supporter. J'ai appelé la police. J'ai parlé des bruits, des lumières étranges, des ombres. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose de concret. Non, ai-je dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le policier soupira, comme s'il était fatigué de ce genre d'appel. Monsieur, Madame Renard est une femme âgée qui aime l'intimité. S'il y a quelque chose de concret, faites-le nous savoir. J'ai raccroché avec un sentiment de frustration et d'impuissance, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Zut. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à minuit et j'ai quitté la maison. J'ai traversé la rue lentement, essayant d'avoir l'air décontracté. Je suis allé à la boîte aux lettres de Madame Renard. Il était rempli de correspondances. Mais au milieu des factures et des publicités, il y avait une enveloppe froissée, différente des autres. Je l'ai ouverte avec précaution. C'est une lettre manuscrite, d'une écriture tremblante mais indubitable. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas sortir. Ils ne me laisseront pas partir. Mon cœur s'est emballé. Il? Qui était-il? Madame Renard demandait de l'aide. C'était suffisant pour la police, non? Mais quelque chose en moi savait que cela n'aiderait pas. Ils y verraient le délire d'une vieille femme. J'avais besoin d'agir. Je suis retourné à mon appartement, mais je n'arrivais pas à dormir. La lettre pesait lourdement sur mes pensées comme une encre. J'avais besoin de savoir ce qui se passait à l'intérieur. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai décidé que le soir même, je m'introduirais dans la maison. J'ai attendu l'aube pour avancer. Quand tout fut calme, j'enfilai un manteau noir et me faufilai de l'autre côté de la rue. La porte derrière de la maison de Madame Renard était vieille et le loquet cédait avec un peu de force. Entrez. L'air à l'intérieur de la maison était lourd, sentait la moisissure et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique comme du sang ou de la rouille. La maison était sombre, mais pas complètement. Il y avait des lumières tamisées venant d'en haut. Je grimpais lentement, mon cœur battant si fort qu'il semblait résonner à travers les murs. Dans le couloir de l'étage, les portes des chambres étaient entr'ouvertes. J'ai jeté un coup d'œil à la première, vide. Le second aussi, mais il semblait avoir été occupé récemment. Le lit était défait et il y avait des vêtements sur le sol. Au troisième carton, j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Non, Madame Renard, mais les murs étaient couverts de coupures de journaux, de photos anciennes, tous de Madame Renard elle-même, à différents moments de sa vie. Certains étaient très âgés depuis qu'elle était jeune, d'autres plus récents, mais tous apportaient une étrange obsession. Au centre de la pièce, une chaise en bois, avec des cordes coupées sur le sol. Mon estomac s'est retourné. Quelque chose d'horrible s'était passé là-bas. Madame Renard avait été arrêtée. Mais par qui? J'ai entendu un bruit derrière moi. Un clic doux, comme une porte qui se verrouille. Mon sang s'est glacé. Je me retournai lentement et vis l'ombre se déplacer dans le couloir. Qui que ce soit, il était là avec moi. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché de la fenêtre, envisageant de sauter. Mais alors j'ai entendu des voix, des chuchotements, comme s'ils se disputaient. Sans hésiter, j'ai quitté la pièce et je suis descendu le plus silencieusement possible. Quelque chose avait changé depuis mon arrivée. Le silence était devenu lourd, accablant. Dès que je suis arrivé à la porte, j'ai réalisé que j'avais été enfermé de l'intérieur. J'étais en prison. Mes mains ont commencé à transpirer, mon cœur battant. J'ai essayé la fenêtre de la cuisine, verrouillée avec un verrou de sécurité. J'ai couru dans le salon, cherchant une autre issue, mais je me suis arrêté. Il y avait quelque chose sur le mur. Une photo de moi, prise de mon propre appartement, à travers la fenêtre. Une vague d'effroi m'a parcouru, et à ce moment-là, j'ai compris que je ne regardais pas Madame Renard. Ils m'ont regardé tout le temps. Avec une force désespérée, j'ai brisé la fenêtre et j'ai couru dehors. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entré dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé la police à nouveau. Mais maintenant, je savais. Ce n'était pas seulement des ombres que je voyais. Ils me connaissaient. Ils savaient où j'habitais et ce que j'avais fait. Le lendemain, la maison de Madame Renard était complètement vide. Pas de meubles, pas de signe de vie, comme s'il n'avait jamais été habité. La police s'est présentée, a posé des questions,
mais sans preuve concrète, elle n'a rien pu faire. Maintenant, chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression qu'il me regarde toujours, attendant la prochaine étape. Et je me demande si un jour je disparaîtrai aussi, tout comme elle. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Le déménagement dans le condominium de luxe à São Paulo a été un nouveau départ. À l'âge de 35 ans, récemment séparé, j'avais besoin d'un environnement calme pour me concentrer sur mon travail et reconstruire ma vie. L'appartement était parfait, spacieux, bien situé et entouré de gens qui semblaient, à première vue, aussi occupés par leur propre vie que je l'étais par la mienne. Cependant, cette illusion de paix ne durera pas longtemps. Les premiers jours, j'ai remarqué mon voisin. Carolina, une femme d'une quarantaine d'années, vivait seule. Il n'avait pas d'enfant, ne semblait pas recevoir beaucoup de visiteurs, et la plupart du temps, il n'était qu'une autre figure discrète passant dans les couloirs. Mais il y avait quelque chose dans sa manière qui me dérangeait. Les regards rapides, les changements soudains d'expression. Au début, je l'ai ignoré. J'étais plus préoccupé par l'adaptation à la nouvelle routine, au rythme effréné du travail et aux nuits solitaires. Quelques semaines plus tard, les premières interactions ont commencé. Carolina s'est approchée de moi dans l'ascenseur, brusquement. Il a dit qu'il regardait, qu'il savait ce que j'avais fait. J'étais confus, mais je n'y accordais pas beaucoup d'importance. C'était une personne étrange, c'est sûr, mais j'avais déjà rencontré beaucoup de types comme ça. Cependant, elle ne semblait pas disposée à laisser passer la situation. Cette même nuit, j'ai entendu frapper fort à la porte. Quand je l'ai ouvert, Carolina se tenait dans le couloir, visiblement altérée. Elle m'a accusé d'être entré par effraction dans son appartement, de salir avec ses affaires. « Vous y êtes allé pendant mon absence, ça ne sert à rien de le nier », a-t-elle crié. J'ai été ferme en disant que je ne savais pas de quoi elle parlait, et je lui ai demandé d'arrêter de me déranger. Je pensais que l'incident s'arrêterait là, mais j'avais vraiment tort. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que Carolina me regardait. Elle était toujours là, comme une ombre inconfortable. Quand je suis parti au travail, elle est apparue dans le couloir. Quand je suis revenu, elle était là, jetant un coup d'œil par la fenêtre de son appartement. L'inconfort s'est transformé en quelque chose de plus palpable lorsque des objets ont commencé à disparaître de la copropriété. Colis, courriers, même des articles provenant d'autres résidents. Carolina, bien sûr, m'a blâmé. Il m'a dit qu'il m'avait vu jouer avec les caméras de sécurité, trafiquer le système pour que personne ne sache ce que je faisais. J'ai commencé à me demander si elle souffrait d'une sorte de trouble mental. Peut-être de la paranoïa. Cela expliquerait les comportements erratiques. Mais ce qui a commencé à me ronger lentement, c'est le doute. Et si en fait, il se passait quelque chose d'autre? Je n'étais pas le seul à le remarquer. D'autres voisins ont mentionné le comportement étrange de Carolina. Il se présentait toujours aux réunions de copropriété pour se plaindre d'effraction ou pour accuser quelqu'un de vol, mais il n'avait jamais de preuves concrètes. Juste son regard accusateur et sa voix tremblante de colère. Et quand nous essayions de lui demander des explications ou des preuves, elle reculait, comme si elle savait quelque chose que nous ne savions pas. Un jour, j'ai reçu une affiche sur la porte de mon appartement. C'était celle de Carolina, manuscrite, d'une écriture chaotique. Je vais prouver ce que vous avez fait. Cette nuit-là a été la première où j'ai ressenti une véritable peur. Quelque chose était hors de contrôle. J'ai décidé d'installer des caméras discrètes à l'intérieur de l'appartement, notamment sur la porte et les fenêtres. Si elle essayait quelque chose, j'aurais des preuves. Cette semaine-là, les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante. Lors d'une réunion de copropriété, un voisin a dit qu'il déménageait. La raison, Caroline. Il a déclaré qu'elle l'avait accusé d'espionnage et que la situation était devenue intenable. Elle se cache, elle fouille dans mes affaires quand je suis absent. Je ne compte plus le nombre de fois où des objets disparaissent et réapparaissent sans explication, a-t-il dit, les yeux plongés par la fatigue et la peur. Ça m'a frappé durement. Je n'avais pas affaire à un simple voisin désemparé. Elle a fait ça à tout le monde.
Ma paranoïa augmentait chaque jour. J'ai commencé à éviter de quitter la maison sans avoir d'abord vérifié les caméras. J'étais attentif au bruit de pas dans le couloir, au bruit dans l'appartement d'à côté. Et puis, le pire est arrivé. Un soir, Carolina s'est présentée à ma porte, comme auparavant. Mais cette fois, elle était différente. Plus calme, presque sereine, comme si elle avait découvert quelque chose d'important. Elle dit, d'une voix basse mais ferme, qu'elle avait la preuve de tout, et que bientôt tout le monde le saurait. Quand j'ai essayé de répondre, elle a souri étrangement, s'est retournée et est retournée à l'appartement. Je savais que je devais la confronter. J'avais besoin de mettre fin à cette folie. J'attendis l'aube, quand le silence tomba sur le bâtiment. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai insisté pendant quelques minutes, mais rien. J'ai décidé de rentrer chez moi, frustré. Le lendemain matin, Carolina était partie. Personne d'autre ne l'a vue. L'appartement était vide, les rideaux fermés et toutes ses affaires avaient disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle nulle part. J'ai demandé au gérant et à d'autres voisins, mais ils étaient tous aussi surpris que moi. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais je savais que ce n'était pas de l'imagination. Je lui avais parlé, j'avais fait face à ses accusations, j'avais senti sa présence constante. Tout cela était réel. C'est alors qu'en cherchant des réponses dans l'appartement, j'ai trouvé quelque chose. À l'intérieur d'une petite boîte, cachée dans le placard à linge, se trouvaient plusieurs clés USB. Tous étiquetés avec des dates et des noms de voisins, y compris le mien. Tremblant, j'ai connecté l'un d'eux à l'ordinateur. C'étaient des enregistrements, des vidéos et des audios capturés secrètement, documentant les mouvements de chacun dans la copropriété. Carolina a tout raconté avec une précision obsessionnelle. Mais la chose la plus choquante n'était pas les enregistrements eux-mêmes. Elle a parlé d'une présence, quelque chose qui envahissait les appartements, déplaçait les objets, puis disparaissait sans laisser de traces. Elle a affirmé que ce n'était pas de la paranoïa, mais une force invisible qui manipulait tout le monde. Ces derniers mots, dans la vidéo la plus récente, ont été troublants. Il contrôle, il est le prochain. Quand j'ai éteint l'ordinateur, j'ai ressenti une présence inconfortable, comme si quelqu'un me regardait. Mais l'appartement était vide. Et au fond de moi, je savais que, d'une certaine manière, Carolina avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas folle. Peut-être que ce qui consumait notre santé mentale était quelque chose de plus grand, de plus profond, quelque chose qui m'entourait maintenant. Je n'ai jamais été du genre à avoir facilement peur. J'ai grandi en Californie, dans une famille qui m'a toujours encouragé à être indépendante. À 32 ans, j'étais fier de la vie tranquille que je m'étais construite. Enseignante à l'école primaire, elle vivait seule dans une maison de la banlieue de Los Angeles. C'était une zone suburbaine, calme et sûre. Parfait pour ceux qui veulent la paix et la tranquillité après une longue journée d'enseignement aux enfants. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fois que j'ai entendu les bruits, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais allongé dans mon lit tard dans la nuit, en train de passer en revue mentalement la journée de travail, quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un bruissement dans la cour. J'ai pensé que c'était peut-être le vent qui balançait les branches des arbres ou un animal qui se promenait dans la cour. Ce soir-là, je n'y ai pas accordé d'importance. Je me suis rendormi paisiblement. La nuit suivante, cependant, le son revint, plus fort. Ce n'était pas n'importe quel bruit. On aurait dit que quelque chose traînait sur le sol, un bruit de pas léger. Pourtant, j'ai essayé de l'ignorer, me convainquant qu'il n'y avait rien de mal. Peut-être était-ce un raton laveur ou un chat errant. Mais au fond de lui, l'agitation a commencé à s'installer. Les semaines ont passé et les bruits sont devenus une partie de ma routine nocturne. Chaque fois que je m'allongeais, je m'attendais à entendre ce bruit familier, comme si quelque chose traînait autour de ma maison. J'ai commencé à me réveiller pendant la nuit, le cœur battant, entendant le bruit de pas doux dans la cour. Il venait d'une direction précise, du fond de la cour où il y avait une haute clôture qui séparait ma maison du terrain voisin, vide et abandonné depuis des années. J'ai commencé à vérifier les portes et les fenêtres plus souvent,
toujours avec le sentiment que quelqu'un me regardait. Mais chaque fois que je regardais, rien n'était déplacé. C'était un cycle sans fin. J'ai entendu les bruits de pas, je suis resté alerte, j'ai vérifié la cour et je n'ai rien trouvé. Un matin, j'ai décidé qu'il était temps de faire autre chose. Je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté des caméras de sécurité. J'en ai installé un à l'arrière du patio, un autre sur le côté de la maison et un dernier face à l'entrée. S'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui traînait autour de ma propriété, je le découvrirais. Les premières nuits après l'installation des caméras ont été frustrantes. Les bruits ont continué, mais lorsque j'ai examiné les enregistrements le lendemain, les images n'ont rien montré d'inhabituel. La cour était vide, la clôture intacte, les arbres se mouvant doucement au gré du vent. Malgré cela, j'entendais sans cesse les bruits de pas. J'ai commencé à douter de moi. Denis est-il paranoïaque? Tout a changé une nuit, quand je me suis réveillé le cœur dans la bouche. Les bruits étaient plus forts, plus proches. Je pouvais presque sentir la présence de quelqu'un à l'extérieur. Je me suis assis sur le lit, tenant le téléphone avec des mains tremblantes, et j'ai ouvert l'application appareil photo. L'image de la caméra de la cour est apparue à l'écran. Il était là, une ombre. Je ne pouvais pas distinguer un visage, mais c'était la silhouette d'une personne de grande taille, debout dans un coin de la cour à côté de la clôture. J'ai dégluti difficilement. Mon corps s'est figé de peur. Je fixais l'écran, incapable de bouger. L'ombre ne bougeait pas, elle restait là, immobile, comme si elle me regardait. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai essayé d'enregistrer, mais au moment exact où j'ai commencé à filmer, la silhouette a disparu. Une seconde était là, la suivante, il n'y avait plus rien. Le sentiment d'effroi qui m'envahit était insupportable. Je savais que je n'imaginais pas les choses. Il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un qui me regardait. Elle ne pouvait plus être seule à la maison. J'ai appelé Daniel, mon meilleur ami, et je lui ai demandé de venir passer la nuit avec moi. Il est arrivé rapidement, et quand il a vu mon état, il ne m'a pas posé beaucoup de questions. C'est resté avec moi. Cette nuit-là, les bruits ne sont pas revenus. J'ai dormi paisiblement en compagnie de Daniel, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Qui était cette personne? Pourquoi me regardait-il? Et pourquoi semblait-il disparaître dans les airs? Le lendemain, en examinant les enregistrements, une fois de plus, il n'y avait rien. Aucun signe de l'ombre que j'avais vue. Juste la cour vide, comme si de rien n'était. Mais quelque chose de nouveau est apparu ce matin-là. Des empreintes de pas. De petites empreintes de pas humides éparpillées sur le sol en béton de la cour arrière. Ils ont commencé à la clôture et se sont terminés à la porte arrière, mais il n'y avait pas de marque de tour. C'était comme si quelqu'un était allé chez moi et avait disparu. Mon esprit a commencé à beaucoup travailler. Qui pourrait-il être? Un voisin? Quelqu'un du quartier? J'ai essayé de rationaliser la situation, mais je suis devenu de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas. Quelque chose me poursuivait. Je ne pouvais plus y rester. J'ai fait mes valises et j'ai décidé de passer du temps chez mes parents, à quelques heures de route. J'avais besoin de sortir de cet endroit, de respirer de l'air frais, de m'éloigner de tout ça. Mes parents vivaient dans une zone rurale, au calme, à l'abri de tout mouvement. Je me suis dit que là, enfin, je pourrais me reposer. Mais j'avais tort. La première nuit chez mes parents, la tranquillité que je cherchais a été interrompue. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé soudainement, avec le même bruit de pas dans la cour. Pendant un moment, j'ai cru rêver, mais le bruit a continué. Le même grattage doux, comme si quelque chose rôdait dans la maison. Tout mon corps frissonnait. Je restais immobile à écouter. C'était encore là. Le même bruit que j'avais entendu dans ma maison. Je me suis levé lentement, le cœur battant, et je suis allé à la fenêtre de la chambre. Quand j'ai ouvert le rideau, je n'ai rien vu. La cour arrière était déserte, éclairée seulement par le clair de lune. Mais les pas ont continué, se rapprochant de plus en plus. Ils semblaient venir de tous les côtés. Je suis retourné me coucher, essayant de contrôler ma respiration, me disant que c'était impossible. C'était à des kilomètres de chez moi. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas pu me suivre là-bas. Où le pourrait-il? Les nuits suivantes, les bruits n'ont pas cessé.
C'était comme si, où que j'aille, quelque chose me suivait. Une présence constante, invisible mais indéniablement réelle. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils l'ont rejeté comme du stress. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que je devenais paranoïaque, mais je ne pouvais pas ignorer le sentiment d'être observé. J'ai décidé de rentrer chez moi, même si la peur me consumait toujours. Je devais y faire face tout de suite. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, que cela s'est produit uniquement parce que je m'enfuyais. J'avais besoin de faire face à ce qui se passait, d'essayer de trouver une explication rationnelle, peu importe à quel point la situation semblait absurde. Quand je suis rentré chez moi, les choses ont empiré. Les bruits n'étaient plus doux. J'ai commencé à entendre de fortes égratignures sur les murs, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Le sentiment d'être observé grandissait chaque nuit. Je ne pouvais plus dormir. Mes journées sont devenues un brouillard de fatigue, de peur et de désespoir. C'est à une aube particulière que tout a culminé. Je me suis réveillé au son de pas à l'intérieur de la maison. Cette fois, ce n'était pas dans la cour. Ce n'était pas dehors, c'était à l'intérieur. Je me suis levé lentement, mon cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Daniel, en essayant de ne pas faire de bruit. Alors que le téléphone sonnait, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui traînait dans le couloir. Je me suis enfermé dans la pièce, les mains tremblantes tenant le téléphone. Quand Daniel a répondu, je pouvais à peine parler. Il a promis qu'il viendrait le plus tôt possible. Pendant que j'attendais, j'ai entendu des pas lourds s'approcher de la porte de ma chambre. Et puis le silence. Quand Daniel est arrivé, il a trouvé la maison en parfait état. Les fenêtres étaient verrouillées, la porte d'entrée intacte et il n'y avait aucun signe d'intrusion. Mais je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce que j'avais ressenti. Il est resté avec moi cette nuit-là, mais aucune réponse n'est venue. Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, le sentiment d'être observé continue. Peu importe où je vais, peu importe qui est avec moi, les bruits ne s'arrêtent jamais. Je ne sais plus si c'est une personne, je ne sais pas si c'est un animal. Peut-être que je deviens fou, mais une chose que je sais, quelque chose ou quelqu'un me suit. Et peu importe à quel point j'essaie de m'enfuir, il semble que tu ne me laisseras jamais seul. Je m'appelle Ryan Griffiths, j'ai 28 ans et je suis un développeur de logiciels vivant dans une banlieue tranquille de Sydney. J'ai toujours aimé la simplicité de ma routine. Je me lève tôt, je vais travailler, je rentre à la maison, je prépare mon dîner et je regarde un film ou une série jusqu'à l'heure du coucher. Mes voisins sont comme une extension de ma vie tranquille. Nous savons tous qui est qui, mais nous ne nous immisçons jamais trop dans la vie de l'autre. Tout a changé lorsqu'un nouveau voisin a emménagé à côté. Le premier matin où j'ai vu le changement se produire, un frisson étrange m'a parcouru le dos. C'était un mardi ensoleillé, et j'étais sur le porche en train de siroter mon café, profitant de la brise légère. L'homme qui déchargeait les boîtes était mince et avait une apparence qui traduisait une profonde fatigue. Il semblait avoir été mis de côté par le temps. Contrairement à nous, qui discussions de la journée avec désinvolture, il se déplaçait dans un silence absolu, ignorant les efforts des responsables du déménagement pour l'aider. Un sentiment inconfortable a commencé à s'installer en moi, mais je me suis souvenu que tout le monde a ses raisons d'être réservé. Au cours des jours suivants, ma curiosité m'a amené à essayer d'interagir avec lui. Juste une salutation cordiale, un geste amical. Cependant, chaque fois qu'il passait devant sa maison, l'homme détournait le regard et semblait s'efforcer de ne pas croiser notre chemin. Cela m'a mis mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas a commencé à me consumer. L'homme n'était pas seulement étrange, il était presque sombre. Un soir, après une journée de travail fatigante, j'ai décidé qu'il était temps de faire un pas en avant. Je suis allé à sa porte et j'ai sonné, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. J'ai attendu, mais rien ne s'est passé. J'ai attendu quelques minutes de plus et je suis finalement rentré chez moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu le rideau de son salon bouger lentement comme s'il me regardait. Un frisson m'a parcouru le corps,
mais je me suis assuré de ne pas le laisser m'affecter. Dans les jours qui ont suivi, la tranquillité du quartier a commencé à être interrompue. Tout d'abord, Ben, l'un des plus anciens voisins, a disparu. C'était un père de famille, toujours souriant, courant tous les matins. Sa femme, Hélène, a déclaré qu'il n'était pas revenu de sa course un matin. Le désespoir dans sa voix résonnait en moi. La police a été appelée, mais il n'y avait aucun indice, aucune trace de ce qui aurait pu se passer. Ben s'est tout simplement évaporé. La tension dans le quartier s'est accrue. Une nuit, alors que je regardais la lumière de mon ordinateur vaciller dans l'obscurité de la pièce, une pensée troublante m'est venue. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué que la maison de mon voisin était éclairée. Une faible lumière verdâtre émanait du sous-sol, une lueur qui semblait pulser hypnotiquement. Que faisait-il là? Qu'est-ce qu'un tel éclairage pourrait exiger? Je suis descendu, la curiosité me poussant à une impulsion irrationnelle. J'ai pris une lampe de poche et je suis allé chez lui. La peur s'est mêlée à l'adrénaline alors que je m'approchais de la porte, essayant d'ignorer la voix dans ma tête qui me disait de rentrer. J'ai frappé à la porte, mais je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le même schéma. Il était là, assis à une table, avec la lumière verte qui se reflétait sur son visage, mais il ne semblait rien faire. C'était comme si j'étais en transe. Je suis rentré chez moi, incapable de sortir cet homme de mon esprit. Le lendemain, un autre voisin a disparu. Cette fois, c'était Madame Anderson, une femme âgée qui s'occupait d'un petit jardin de fleurs. Je me souviens de l'avoir vue tailler les plantes par une journée ensoleillée et d'écouter ses histoires sur le passé. Quand je ne l'ai plus vue, une vague de désespoir a traversé le quartier. L'atmosphère d'étrangeté s'est intensifiée, et je ne savais pas si c'était juste mon esprit qui jouait des tours ou si quelque chose de vraiment sinistre se passait. J'ai décidé que j'avais besoin de connaître la vérité. J'ai attendu que la nuit tombe à nouveau, et j'ai pris mon courage à deux mains pour aller chez mon voisin. Le ciel était nuageux, et une brise légère soufflait, presque comme un présage. Quand je suis arrivé à la porte, l'adrénaline pulsait dans mes veines. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu. Cette fois, il a répondu. « Ryan, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose d'étrangement vide en elle. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il évaluait si je n'étais pas une menace. « Oui, je suis votre voisin. Je voulais voir comment tu allais. » Eh bien, vous savez, puisque les choses ont changé ici. Il est resté silencieux pendant un moment, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait s'ouvrir. Mais non. Au lieu de cela, il s'est simplement éloigné, me permettant d'entrer. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était lourde, chargée d'une odeur de moisi et de quelque chose de plus insidieux. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué que les murs étaient couverts de notes, de dessins et de symboles que je ne pouvais pas comprendre. « As-tu quelque chose que tu veux me montrer ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air plus confiant que je ne l'étais réellement. Il n'a pas répondu. Il a juste montré une porte qui menait au sous-sol. C'est de là que vient le feu vert. Une profonde impulsion de peur m'a frappé, mais j'avais besoin de savoir. Que se passait-il? Je suis descendu et le spectacle que j'ai trouvé m'a fait m'arrêter. Ce qui semblait être un cercle formé de petits et de gros os était centré dans le sous-sol. C'étaient des os humains, Ryan. La panique a commencé à s'emparer de moi. Au centre du cercle, il y avait une silhouette cachée. Je ne savais pas si c'était un corps, mais il était immobile. La peau avait un aspect étrange, presque comme si elle était consumée par l'obscurité qui l'entourait. « Pourquoi faites-vous cela ?» La question sortit presque comme un cri, mais il semblait indifférent. « Ils n'ont plus leur place dans ce monde », a-t-il dit, comme si c'était une explication suffisante. « Tu ne devrais pas être ici non plus, Ryan. » La panique m'a donné envie de courir, mais quand je me suis retourné, il était derrière moi. Les ombres semblaient se courber autour de lui, et quelque chose dans l'air changea. Une énergie dense et oppressante faisait battre mon cœur. La lueur verte pulsait avec force, et la silhouette au centre du cercle commença à s'agiter. « Tu ne peux pas t'échapper, » a-t-il dit, et l'expression de son visage s'est transformée en quelque chose de monstrueux, presque comme si sa vraie forme émergeait. D'un coup d'élan,
j'ai réussi à me libérer et je l'ai poussé dans le cercle. Au moment où il a franchi la ligne, la lueur s'est intensifiée et il a commencé à se tortiller. Ce qui a suivi a été une horreur indescriptible. Il a crié, mais ce n'était pas un cri humain. C'était comme s'il était consumé par des forces que nous ne pouvions pas voir. Il disparut et le sous-sol devint sombre, à l'exception de la lumière qui s'estompait lentement. Je suis sorti de la maison en courant, mon esprit essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La peur et l'adrénaline m'ont poussé de l'autre côté de la rue jusqu'à ma maison, mais je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas appeler la police. Qu'est-ce que je dirais? Personne ne voulait me croire. L'horreur de la nuit me suivait, une ombre sombre dont je ne pouvais me débarrasser. Chaque bruit, chaque mouvement dans la maison d'à côté devenait un avertissement. Les lumières du quartier semblaient plus sombres, comme s'ils savaient ce dont j'avais été témoin. Après cette nuit, j'ai su que je ne pouvais pas rester là. Une semaine plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans un autre quartier de la ville. La nouvelle maison était confortable, mais le sentiment d'être surveillé ne m'a jamais quitté. Parfois, en essayant de m'endormir, je sentais un poids dans l'atmosphère, comme si quelque chose m'attendait dans l'obscurité. Des ombres dansaient sur les murs, et je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les vies qui étaient perdues autour de moi. L'idée que le nouveau voisin aurait pu disparaître aussi facilement que les autres résidents me consumait. À chaque coin de rue, sur chaque visage, je cherchais quelque chose dont je ne savais pas exactement ce que c'était. Et même maintenant, au moment où j'écris ceci, le sentiment que quelque chose me hante encore est palpable. J'ai déménagé, mais ce que j'ai vécu dans ce quartier m'a marqué à jamais. La solitude s'est transformée en paranoïa, et les nuits, une lutte constante entre le souvenir de ce que j'ai vu et le désir d'oublier. Une partie de moi espère toujours que la police a trouvé les réponses que je n'arrivais pas à trouver. Mais une autre partie sait que certaines vérités sont plus sombres qu'on ne peut le supporter. Et moi, Ryan Griffiths, je ne suis qu'un homme qui se tenait au bord d'un abîme dont beaucoup ignoraient même l'existence. Je m'appelle Lena Schumann, et ce que je vais vous dire semble tout droit sorti d'un livre d'horreur bon marché, mais pour moi, c'est une réalité qui me tourmente encore aujourd'hui. J'ai travaillé comme médecin résident dans l'un des plus grands hôpitaux de Berlin, une vie fatigante et épuisante, mais que j'ai choisie. Mes journées étaient longues, remplies de diagnostics, de procédures et de quarts de travail interminables. Ma maison était le seul refuge. En fin de compte, je voulais juste le silence. Rien de plus. C'était une petite maison en rangée dans un quartier calme, près de l'endroit où j'ai grandi, avec des rues bordées d'arbres et des voisins discrets. Le silence des nuits était ma seule paix, jusqu'à ce que la famille d'à côté déménage. Il n'était pas bruyant, du moins pas au début. Le couple Daniel et Annika semblait amical et ils avaient une petite fille, Clara, d'environ 6 ans, qui courait dans la cour avec l'énergie de quelqu'un qui ne connaît pas le poids du monde. Je pensais que ce ne serait qu'un autre changement de routine dans le quartier, mais j'avais tort. Tout a commencé par des petits bruits qui m'ont perturbé. Au début, c'était des bruits bas, du genre que vous rationalisez, du bois qui craque, peut-être une vieille plomberie. Parfois, j'entendais même quelque chose qui ressemblait à un rire étouffé, comme si quelqu'un se tenait près de ma fenêtre. Mais, bien sûr, c'était la fatigue qui me jouait des tours, ou du moins, c'est ce que j'essayais de croire. Au cours de la 3e semaine qui s'est écoulée depuis leur arrivée, les choses ont empiré. Un jour, en revenant d'un service de nuit, je suis passé devant la maison d'à côté et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu une silhouette debout à la fenêtre de leur maison. Ce n'était personne que je reconnaissais. Il avait l'air d'une femme, le visage pâle, une robe sombre et un vide dans les yeux qui me glaçait le sang. La faible lumière à l'intérieur de la maison semblait vaciller autour d'elle, et quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Je n'ai rien mentionné. L'épuisement pourrait me faire voir des choses, n'est-ce pas? Mais les bruits ont continué. Ils sont devenus plus intenses. Une nuit,
Je me suis réveillé avec un bruit de pas à l'étage. J'ai descendu les escaliers, prudemment, mais quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, tout était calme. Le silence qui a suivi était si profond qu'il semblait vivant, se pressant contre mes oreilles. Je restais là dans l'obscurité, me demandant si j'avais vraiment entendu quelque chose ou si mon esprit commençait à céder à la fatigue. C'est alors que le premier cri retentit. Il venait de la maison d'à côté. À l'hôpital, entre 2 quarts de travail, j'essayais de faire semblant que tout allait bien. Mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, l'inconfort augmentait. La semaine suivante, j'ai décidé que je devais leur parler. Je me suis demandé si mes nouveaux voisins traversaient aussi quelque chose d'étrange. J'ai frappé à la porte un après-midi et j'ai été accueilli par Daniel. Il avait l'air pâle, épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nous avons parlé brièvement, et c'est alors que j'ai réalisé à quel point il avait peur. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a laissé entendre que des choses étranges se passaient. Clara fait des cauchemars toutes les nuits, avoua-t-il à voix basse, jetant des regards nerveux dans la maison. Et Annika, elle, ce n'est pas bien. J'ai essayé de lui proposer de l'aide, j'ai suggéré qu'il devrait peut-être voir un psychologue, mais il a juste secoué la tête. Ce n'était pas ça. Il y a quelque chose dans cette maison, marmonna-t-il avant de fermer la porte. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ai commencé à faire des recherches sur la maison d'à côté. J'ai découvert qu'il était beaucoup plus vieux qu'il n'y paraissait. Construit à la fin du 19e siècle, il avait passé par plusieurs propriétaires. Cependant, ce qui a attiré mon attention, c'est une série de décès inexpliqués associés à la maison. En 1912, une femme est retrouvée morte dans le grenier, le corps défiguré. Dans les années 1970, une famille entière a mystérieusement disparu. Il n'y avait aucune explication sur ce qui leur était arrivé. La maison était restée vide pendant des années jusqu'à ce que Daniel et Annika l'achètent. Plus j'enquêtais, plus l'inconfort augmentait. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer des silhouettes dans mes propres rêves maintenant. Des ombres au coin de mes yeux, des silhouettes qui se déplaçaient trop vite pour que je puisse vraiment comprendre ce qu'elles étaient. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale, jusqu'au moment où je me suis réveillé une nuit et que j'ai trouvé Clara dans mon salon. Elle était debout, me regardant droit dans les yeux écarquillés. « Elle est là », a dit Clara d'une voix si calme qu'elle m'a fait trembler. Elle est toujours là. Avant que je puisse réagir, Annika est apparue sur le pas de ma porte, les yeux écarquillés, pâle comme une feuille de papier. Il ramena Clara à la maison sans dire un mot. Cette nuit-là, j'ai revu la femme, la même depuis la fenêtre, mais cette fois, elle était à l'intérieur de ma maison. Sa présence était si écrasante que je pouvais à peine respirer. Elle ne bougeait pas, mais quelque chose en elle semblait profondément faux, comme si elle était déconnectée de la réalité. Quand j'ai essayé de courir, les lumières de ma maison ont clignoté et je me suis retrouvé dans ma chambre, comme si de rien n'était. Mais je savais que ce n'était pas de l'imagination. Quelque chose essayait de m'écraser de l'intérieur. Désespéré, j'ai de nouveau frappé à la porte de Daniel le lendemain. Lui et Annika m'ont laissé entrer, et à l'intérieur, l'air semblait plus lourd, plus dense. Ils n'ont rien eu à me dire. Il était clair qu'ils n'étaient pas seulement des victimes, ils vivaient avec cette présence depuis des semaines. Nous avons décidé, ensemble, que nous ferions quelque chose. J'avais lu sur d'anciens rituels des moyens d'expulser les esprits. Je n'y croyais pas beaucoup, mais à ce moment-là, il n'y avait rien à perdre. Nous avons préparé ce que nous pouvions, des symboles, des bougies, des mots déconnectés d'un texte ancien que j'ai trouvé dans un forum obscur. Nous avons commencé le rituel, mais dès que nous avons terminé, tout a empiré. Les lumières ont explosé et la maison a tremblé. Quelque chose d'indescriptible commença à se former au centre de la pièce. Une ombre, pas comme les autres, beaucoup plus dense, palpitante, presque vivante. Je ne pouvais pas bouger, mais j'avais l'impression que cela nous consumait. Un cri a résonné dans la pièce, je ne sais pas qui, peut-être Annika, peut-être Clara. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait une erreur. Courir. Il n'y avait pas le choix. J'ai laissé Daniel et Annika derrière moi. J'ai quitté la maison en tant que fugitif. À partir de cette nuit-là,
je ne suis jamais revenu. J'ai passé les jours suivants dans des hôtels bon marché, essayant de garder ma santé mentale. Mais les ombres me suivaient. Ils me suivent toujours. J'ai déménagé, j'ai changé de ville, de pays, mais d'une manière ou d'une autre, la présence que j'essayais de repousser n'a jamais disparu. Aujourd'hui, les sons me hantent encore. Le poids de ce que j'ai laissé derrière moi est ancré en moi, et je sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. La paix que je cherchais, maintenant, c'est impossible. Et tous les soirs, quand je ferme les yeux, je vois la femme à la fenêtre qui attend.